Quand on parle de Michael Jordan, tout le monde parle de son talent. Mais ce qui a réellement fait la différence, c'est son mental. Oui, Michael Jordan ressentait du stress. Oui, il ressentait la peur d'échouer. Oui, il avait une énorme pression dans les moments décisifs. Mais comment tu expliques que 95% des joueurs fuiraient le ballon dans les dernières secondes, là où lui courait pour prendre le dernier shoot? La vraie différence n'est pas dans ce qu'il ressentait. Elle est dans la manière dont il interprétait ses sensations et surtout dans ce qu'il en faisait sur le terrain. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment Michael Jordan utilisait le stress, la peur de l'échec et la pression pour exceller. Et comment toi, tu peux commencer à l'appliquer dès ta prochaine compétition. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Timothy Sionville, je suis un ancien champion de France de karting et aujourd'hui coach mental pour les sportifs qui veulent exceller en compétition, se libérer du stress et construire une confiance solide sans la peur du regard des autres ni la peur d'échouer. Le premier point qu'on observe chez Michael Jordan, c'est que juste avant un match, il faisait exactement l'inverse de la majorité des sportifs. Beaucoup cherchent à se mettre dans leur bulle, à être calme, presque stoïque. Lui, c'était tout l'opposé. Avant ses matchs, il était le blagueur, il écoutait de la musique, il chantait, il dansait, il faisait du piano, il rigolait avec ses coéquipiers. Parce que son objectif n'était pas de se mettre encore plus de pression. Son objectif était de se distraire pour se déconnecter mentalement du match. Et ça, c'est un point fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de sportifs commencent à stresser 6, 8, 10 heures avant leur compétition. Donc ce n'est pas le match en lui-même qui les fait stresser, ce sont les pensées, les scénarios, les images qu'ils se créent dans leur tête. Et Jordan l'avait parfaitement compris ça. Car quand un sportif stresse trop tôt, très rarement c'est du bon stress. C'est plutôt un stress qui te bouffe de l'énergie, qui te coupe de tes sensations, qui te met du bruit mental constant et qui te rend incohérent. Et note ça, quand ton corps et ton cerveau sont incohérents, tes choix sont incohérents et donc tes performances sont incohérentes. Aujourd'hui, les études montrent que deux plus gros facteurs qui consomment de l'énergie dans le corps, ce sont la digestion et le stress. Donc plus tu focalises ton attention sur ton stress, plus tu vas le nourrir parce que ton cerveau ne comprend pas la négation. Donc quand tu lui dis « faut que j'arrête de stresser », il entend quoi lui? « Il faut que je stresse ». C'est pour ça qu'avant les matchs, il focalisait volontairement toute son attention sur autre chose, sur des choses qui lui donnaient de l'énergie, qui le mettaient dans un état de haute vibration. Résultat, il arrivait sur le terrain avec un maximum d'énergie disponible, un cerveau clair et prêt à performer. Donc avant ta prochaine compétition, je t'invite à te poser une seule question très simple. Qu'est-ce qui te met naturellement en joie? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Et là, tu fais un petit brainstorming et ensuite tu le testes avant ton match. Si chanter te fait du bien par exemple, mets ta musique préférée et va chanter. Si ça te détend de rigoler, parle avec ton équipe et va rigoler. Si ça te fait du bien de bouger, bouge, il n'y a pas de problème. Mets volontairement ton attention sur des choses qui te font vibrer parce que ce sont ces états-là qui te donnent de la bonne énergie. Et si aujourd'hui tu sens que le stress te parasite en compétition et que tu veux comprendre comment le transformer en levier plutôt que de le subir, tu peux réserver un appel stratégique 100% offert avec moi ou un membre de mon équipe. On analysera ensemble tous tes blocages mentaux et on verra concrètement comment t'aider à performer dès ta prochaine compétition. Le lien est juste dans la description. Pour en revenir à Michael Jordan, là où il était encore plus fort, c'était dans la manière dont il utilisait ce stress une fois qu'il entrait sur le terrain. Et pour comprendre ça, on va parler dans les prochaines minutes de sa relation à l'échec. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Il a perdu plus de 300 matchs et à 26 reprises, on lui a fait confiance pour marquer le tir de la victoire et il a échoué. Et pourtant, jamais il n'a laissé l'échec définir qui il était. En interview, il le disait lui-même, « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est précisément pour ça que j'ai réussi. » Cette phrase, elle est essentielle à comprendre parce que pour la majorité des sportifs, l'échec est vécu comme une menace. Une menace pour la confiance, une menace pour la valeur et une menace pour l'identité du sportif. Et forcément, quand tu es dans cet état-là, tu es en réaction face à l'échec. Donc tu joues petit, tu restes dans les cases, tu n'oses plus tenter parce qu'au fond, tu as ce bruit mental, tu as cette phrase qui te dit « Si je tente et que je rate, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Michael, lui, ne voyait pas l'échec comme un danger, il le voyait comme une information. Une information pour ajuster, pour progresser, pour devenir meilleur au match suivant. Et d'un point de vue neurologique, la différence, elle est énorme. Elle est tellement énorme que dans ces deux cas, tu n'actives pas du tout les mêmes zones de ton cerveau. Quand tu es terrorisé par l'échec, tu actives l'amygdale, la partie la plus ancienne de ton cerveau, la partie animale si tu veux, qui n'a que 3 fonctions. Fuir, se battre ou se cacher. Résultat, ton jeu devient beaucoup plus crispé, t'hésites, tu n'oses plus. A l'inverse, quand tu vois l'échec comme un feedback, quand tu développes un amour pour l'échec, oui tu m'as bien entendu, un amour pour l'échec, tu actives ton cortex préfrontal. C'est la zone qui est responsable de l'analyse, de la maîtrise de soi. Et c'est exactement ce que faisait Jordan. Il ne cherchait pas à éviter l'échec, il cherchait à devenir une meilleure version de lui-même. Chaque jour, chaque match, chaque saison. C'est pour ça qu'on le connaît aussi pour se lancer des défis en permanence.
Et il allait même plus loin que ça. Il inventait des scénarios dans sa tête pour se challenger. Un jour, il joue contre Washington et Smith Labradford, qui est un joueur peu connu, fait un énorme match. Il gagne contre Michael et à la fin du match, il va le voir pour lui dire « Good game, Mike ». Juste à cause de cette phrase, juste à cause du « Good game », Michael s'en est servi pour se dépasser la semaine d'après et a mis 36 points en une mi-temps. Quelques semaines plus tard, pendant une interview, tu as un journaliste qui va voir Smith et qui lui demande « En fait, pourquoi tu lui as dit ça ?» Et en fait, ils se sont aperçus qu'il ne l'avait jamais dit. Et c'est dingue parce que Jordan utilisait chaque situation comme un tremplin pour se donner des défis, une sorte de boost pour se dépasser. Donc comme tu peux voir, chaque remarque, chaque critique, chaque provocation, Jordan les utilisait comme un moteur. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour se pousser lui-même au niveau supérieur. Et c'est là que beaucoup de sportifs bloquent aujourd'hui. Ils veulent gagner sans accepter de perdre. Ils veulent exceller sans accepter l'inconfort. Mais tu accèdes à la performance quand tu es équilibré. Si tu cherches uniquement le soutien, tu stagnes. Et si tu cherches uniquement le challenge, tu vas t'épuiser. C'est seulement quand tu acceptes les deux polarités que tu peux réellement libérer ton plein potentiel. Michael Jordan le disait lui-même, tu ne peux pas avoir le meilleur sans accepter le pire. Car plus tu développes le courage d'échouer, moins la peur a de pouvoir sur toi. D'ailleurs, si la peur de l'échec te bloque encore aujourd'hui en compétition, je t'ai fait une vidéo entière uniquement à ce sujet. Tu peux cliquer juste en haut à droite pour la regarder. Mais ce qui est fascinant chez Michael Jordan, ce n'est pas seulement sa relation à l'échec. Parce qu'à haut niveau, la foule, le regard des supporters est partout. Chaque erreur est jugée. Et à ce moment-là, la majorité des sportifs se limitent, hésitent, disparaissent et jouent petit. A l'inverse, c'était précisément dans ces instants-là que Michael Jordan devenait encore plus dangereux. Et pour comprendre pourquoi, on va parler dans les prochaines minutes de la manière dont il utilisait la critique et la pression extérieure à son avantage. Beaucoup de personnes se limitent, que ce soit dans leur sport, dans leur business ou même dans leur vie en général. Et ce n'est pas par manque de talent ou par manque d'intelligence, mais par peur du regard des autres, peur de ce que les gens vont penser, peur d'être jugé, peur d'être rejeté. Et ce phénomène, il est totalement normal. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé pour la survie. Des études en neurosciences ont montré que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. En gros, pour ton cerveau, être rejeté, c'est comme une menace de mort. Autrement dit, que je te pointe un pistolet sur la tempe prêt à tirer ou que je te rejette socialement, ton cerveau réagit quasiment de la même manière. Mais retiens bien une chose, le problème n'est jamais ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Parce que la majorité des sportifs, face à cette peur du rejet, vont se limiter dans leur jeu, dans leur communication, dans leur prise de décision, simplement parce qu'ils cherchent à plaire à tout le monde, à ne décevoir personne, à être validé par tout le monde. Mais il y a une vérité que tu dois accepter. Tu ne plairas jamais à tout le monde, quoi que tu fasses. Et plus tu deviens addict à ce shoot de reconnaissance, plus s'accompagne au même degré la peur de ne pas l'avoir. En gros, tu as addiction à la valorisation d'un côté, peur du rejet de l'autre au même degré. Et forcément, du coup, tu joues avec la peur, donc tu te limites. Et Jordan avait parfaitement compris ça. Il savait qu'il ne pourrait jamais plaire à tout le monde. Et il s'en foutait, parce que beaucoup jouent pour plaire à leur coach, à leurs parents, au public. Jordan, lui, jouait pour devenir meilleur. Son focus n'était pas placé sur quelque chose qui lui prenait de l'énergie, mais sur quelque chose qui lui en donnait. Parce qu'honnêtement, et à la dernière minute d'un match, le score est de 90-90. Tu reçois le ballon pour prendre le shoot de la victoire. Tu as plus de chances de le réussir si tu te focalises sur « il ne faut pas que je déçoive » ou si tu te focalises sur « je donne le meilleur de moi-même ». Évidemment la deuxième option. Et c'est pour ça que l'intention est un levier mental extrêmement puissant. Donc avant chaque match, mets de la conscience sur une chose précise. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qui tu veux devenir sur ce match? Et garde cette intention vraiment ancrée dans ta tête. Parce que tu vois, l'année dernière, j'étais à un séminaire de David Laroche. Le temps était hyper limité et une personne voulait absolument prendre la parole. David lui explique calmement justement que ce n'est pas possible. Elle insiste, elle force et David lui dit quelque chose de très juste. Il lui explique qu'en fait, s'il lui donne la parole, il pénalise 500 autres personnes dans la salle qui sont là pour apprendre, pour progresser, pour transformer leur vie. Et il a osé lui dire non. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise avec le rejet. S'il avait été addict à la reconnaissance de tout le monde, il aurait cédé et donc il aurait fait perdre du temps à tout le monde et il aurait pénalisé l'ensemble des personnes présentes au séminaire. Résultat, en acceptant que cette personne puisse ne pas l'aimer, il a créé une connexion encore plus forte avec toute la salle. Et c'est exactement pareil dans le sport. Tu libères ton plein potentiel quand tu te détaches de la pression extérieure, quand tu te détaches du jugement, de la critique. Et avec l'expérience, j'ai vu une chose en coaching. Les personnes qui ont le plus peur d'être rejetées sont souvent celles qui sont le plus dépendantes du shoot de reconnaissance. Et la vie fonctionne par équilibre. Donc plus tu es dépendant d'un pôle, plus l'autre va te faire peur.
Parce que ton plein potentiel se libère quand tu acceptes les deux polarités. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens vont dire de toi, mais tu peux contrôler ce que tu produis sur le terrain, là où tu mets ton focus et ce que tu fais de la pression. Et c'est exactement ce que faisait Michael Jordan. Et si tu veux passer à un autre niveau en compétition, je veux prendre un appel stratégique 100% offert avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on fasse le point sur ce qui te bloque et voir comment on peut t'aider à libérer ton plein potentiel dès ta prochaine compétition. Le lien est dans la description. Donc avec tout ce que tu viens de voir, tu viens de comprendre que Michael Jordan n'était pas différent des autres parce qu'il ne ressentait rien. Au contraire, il ressentait du stress, de la peur, de la pression. La vraie différence, c'est qu'il avait appris à les utiliser en levier de performance. Et ce mental, c'est pas un don tombé du ciel, c'est un entraînement. Et si aujourd'hui tu t'entraînes dur mais qu'en compétition c'est ton mental qui te freine, comprends que ce n'est pas un problème de talent ni d'intensité pendant tes entraînements. C'est simplement que tu n'es pas assez préparé mentalement. Maintenant tu le sais et c'est à toi de faire les bons choix.